Je passe la parole à Marc Grassin. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre session et à partager un certain nombre d'éléments de réflexion. Je vais essayer au fond de vous proposer aussi à la suite de ce que j'ai entendu ce matin, qui résonnait avec ce que j'avais un peu en tête pour cet après-midi, mais je vais peut-être l'adapter. Je vais vous proposer une sorte de digression au fond, une espèce de chemin en posant peut-être quelques points qui n'ont pas évidemment de prétention à être absolus et tout décrypté de la thématique qui est celle du jour, mais peut-être de repérer un certain nombre de choses. N'hésitez pas, et puis je pense que ce sera le cas aussi pour Laurent, n'hésitez pas à m'interrompre si quelque chose n'est pas clair, l'idée c'est qu'on puisse échanger aussi sur évidemment ce qu'on est en train d'essayer de serrer ensemble comme thématique. Je reprendrai peut-être à partir de quelques éléments que j'ai entendus ce matin qui sont en tout cas la manière dont ça a été dit. On parle de secret, on parle d'intime, on parle de données, et puis on a parlé de transparence aussi, et je trouve voilà, au fond le secret, l'intime, la donnée. Je vais revenir sur la donnée, ce que c'est qu'éventuellement de la donnée ou comment on peut la penser, mais et la question au fond il y a une tension, quoi, et les premiers échanges et puis les interventions de ce matin montrent bien que d'abord, dès qu'on commence à toucher à cette question de l'intime, on est quelque part pris en tension avec cette injonction aussi, qui peut être d'abord organisationnelle et puis qui peut être aussi sociétale d'une certaine manière autour de la question de la transparence. Je rappelle, et je ne sais plus si c'est Laurent, c'est toi qui le disais un jour, ou si c'est mon ami Frédéric Pochard, mais il rappelait que en aéronautique, la transparence, ça prend la forme de la boîte noire. Et c'est pas inintéressant d'avoir ça en tête. C'est-à-dire, au fond, dès lors qu'on essaie d'être transparent, c'est-à-dire d'avoir, au fond, une sorte d'accès un peu complet à la réalité ou au réel, tu as utilisé le terme de réel tout à l'heure, ce matin, au fond, on fait d'abord l'expérience de rencontrer quelque part quelque chose de l'ordre de la boîte noire, c'est-à-dire de l'obscurité, de l'opacité, de la résistance. Je vais revenir sur la question de la résistance parce que ça me paraît être un point assez central. Donc, quand on touche à la question du secret, du partage de quelque chose qui est de l'ordre du secret, avec l'idée partagée, donc quelque part de rendre un peu transparent un certain nombre d'éléments, au fond on rencontre l'obstacle et la résistance du fait que c'est pas aussi transparent que ça. Et d'ailleurs, du coup, on peut aussi continuer à filer un peu la métaphore sur la transparence, parce que quelque chose de transparent, c'est quelque chose au fond qui n'a pas de résistance. On passe à travers d'une certaine manière, on voit à travers. Donc, dans la transparence, d'une certaine manière, il n'y a plus rien qui ne résiste. Et peut-être que dans la transparence absolue, ou l'imaginaire d'une transparence absolue entre collègues, dans l'interprofessionnalité, au fond, il n'y a plus rien qui résiste, et peut-être plus le patient lui-même, d'une certaine manière. Et donc, il y a à creuser, évidemment, cette question-là. C'est important, pourquoi ? Parce qu'on est dans une société qui évolue, et pour le meilleur et pour le pire, avec une accessibilité, avec une digitalisation qui nous rend assez appétants, au fond, à pouvoir avoir toujours tout le temps, immédiatement, accès à la totalité des informations qui seraient supposées nécessaires pour pouvoir faire bien ce qu'on a à faire. Donc il y a une idéologie incontestablement de l'accessibilité, et là encore on rencontre dans cette culture au fond dans laquelle nous sommes tous plus ou moins les acteurs, partie prenante, par devers nous des fois d'ailleurs du coup, mais quand même partie prenante. Il va falloir s'interroger sur
au fond, là encore, qu'est-ce qui va être le point de résistance. Je ferais bien la proposition que si on essaie d'être au plus près de ce qu'est le patient dans ce qu'il vient confier, nous transmettre, etc., alors il faut créer des zones de résistance. Hein. Donc la vérité suppose que ça résiste. Quelque part. Quand rien ne résiste, alors on est dans le mou de quelque chose. Et ce matin, alors, je crois que c'est dans l'étymologie que tu as évoquée tout à l'heure, tu as rappelé qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la séparation dans l'étymologie. Ouais, voilà. Et c'est intéressant parce que je vous rappelle que dans l'étymologie aussi de ce que c'est que du sacré, le sacré, c'est l'espace qui est séparé. Hein. Il y a la séparation, au fond, entre le religieux et le profane, hein, peu importe les termes, mais c'est d'abord une espèce d'espace qui nous sépare, hein, et qui veut dire l'espace sacré, c'est un lieu où au fond je ne peux pas mettre le pied, où j'ai pas la main, où je ne suis pas tout à fait chez moi dans cet espace sacré, séparé. Et du coup, la question du secret, hein, si ça a à voir avec effectivement quelque chose qui nous sépare, hein, d'une certaine manière, hein, alors il y a évidemment quelque chose qui est de l'ordre du sacré dans le secret, hein, qui nous sépare. Et ça me paraît tout à fait central, parce que si on n'est plus séparé, si on n'est plus sur des terrains de jeu différents, ces terrains de jeu où on n'a pas la main, alors on risque fort d'être au fond de tous les espaces, de tout lieu, toujours, tout le temps, c'est-à-dire au fond dans la toute-puissance. Donc il y a quelque chose d'assez central dans la question du secret, de l'attitude, de la discrétion avait été évoquée par rapport à ce qui nous est confié, etc., qui est un point décisif pour canaliser les travers, parfois les goûts, hein, de la toute-puissance, et en particulier du soignant ou des organisations ou des sociétés. Donc une société ou un corps professionnel qui ne reconnaîtrait pas la nécessité de maintenir des espaces séparés, hein, donc entachés quelque part de secret, de l'impossibilité de maîtriser, ce seraient des sociétés qui basculeraient au fond dans un risque de toute puissance, au maléfice absolument de ceux qui vont être happés au fond par tout ça. Ça, c'était un premier élément de remarque par rapport à ce que j'ai entendu, hein, qui, de mon point de vue, résonne avec les deux interventions de ce matin. Alors, le deuxième point que je voudrais souligner, c'est de questionner un peu, au fond, ce qu'est le secret ou l'intime lorsqu'il est intermédié par des professionnels. Lorsque, au fond, le secret contient un certain nombre d'informations, hein, qui vont être livrées, alors, et je vous rappelle quand même que l'information, c'est-à-dire qui peut devenir d'ailleurs du coup une donnée, hein, donc je vais pouvoir saisir et puis en faire quelque chose. Informer, c'est mettre en forme. Et vous savez peut-être ou sans doute que dans l'étymologie de grec, le terme deidos, d'idée, c'est d'abord la forme, c'est mettre en forme. Avoir des idées, créer des idées, c'est mettre en forme, c'est-à-dire c'est essayer de tracer des contours, hein. D'ailleurs c'est la figure géométrique, hein, l'idée initialement, hein, voilà. Donc c'est de quelque part d'essayer de mettre en forme la réalité, alors non pas le réel, mais la réalité tout au moins qui m'occupe. Donc le fait tout d'un coup d'être mis face à de l'information délivrée sous forme du secret ou de l'intime, c'est d'abord quelque chose qui m'oblige à prendre très au sérieux que je vais devoir en faire quelque chose, c'est-à-dire que je vais devoir le mettre en forme. Au fond, quand un patient
nous dit quelque chose, etc., ça n'a pas de forme, ça a une forme pour lui, hein, c'est-à-dire ça rentre dans l'économie de son existence, dans l'économie de son psychisme, dans l'économie de sa réalité sociale, etc. Donc ça a une certaine forme, voilà, mais c'est pas un tracé absolument nécessairement plein et entier. La forme, c'est au fond, il trace quelque part quelque chose qui est de l'ordre d'un contour qui n'est pas d'abord objectif, hein, qui est d'abord la traduction que la personne va faire de la réalité dans laquelle elle est. C'est ce que j'essaie de dire ici, c'est quand on dit quelque chose, au fond, on peut le prendre comme une donnée brute, avec une certaine forme d'objectivité, mais d'abord, ce qui est dit par quelqu'un, et surtout quand ça concerne, au fond, son existence, son parcours de vie, son trajet, etc., c'est d'abord quelque chose qui est informe, c'est-à-dire c'est toujours porteur, quelque part, de toute la subjectivité de son existence. C'est-à-dire, au fond, c'est rien d'autre qu'une traduction. C'est-à-dire quand quelqu'un vous dit quelque chose, il interprète au fond sa vie à l'horizon de ce qu'il est en train de vous dire. Voilà. Donc il y a ce point qui est tout à fait décisif, c'est que quand on dit quelque chose à quelqu'un, c'est d'abord éminemment porteur de zones d'ombre, d'obscurité. C'est d'abord une boîte noire d'une certaine manière, parce que c'est le fruit, au fond, de cette subjectivité, de l'émotion. Bref, c'est une sorte de pêle-mêle, d'entremêlement de l'existence et de quelqu'un qui essaie d'en dire un certain nombre de choses. Et on peut redoubler l'affaire, hein, c'est-à-dire que non seulement c'est le cas pour évidemment le patient qui vous confie quelque chose, hein, dans toute l'ambivalence et l'ambiguïté, la difficulté qu'il a à trouver son propre chemin dans ce qu'il est, hein, alors voilà. Et puis c'est redoublé par le fait que quand je reçois de la forme, je ne le reçois pas non plus comme une donnée objective, c'est-à-dire je le prends avec ce que je suis, dans ma subjectivité, dans mon état émotionnel du moment, dans ma place dans l'organisation, dans le fruit de mon expérience, de ma rationalité, etc. Donc je suis aussi encore en train de traduire. Et donc, du coup, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que le secret, l'intime qui est dit, c'est toujours le lieu de rencontre, au fond, des subjectivités, d'une relation qui va s'approprier et tenter ensemble de mettre en forme quelque chose. Voilà. Il y a du subjectif, il y a de l'entremêlement. Au fond, c'est un exercice de traduction à plusieurs. Voilà. Traduction de ce que le patient est en train de dire, et puis traduction de ce que je suis en train de dire. Au fond, quand quelqu'un vous dit quelque chose, c'est le début d'un texte, hein. Il vous dit quelque chose de l'ordre d'un texte. On pourra revenir sur la question de l'écriture, parce que ça a été évoqué dans une question ce matin, l'importance de l'écrit. Mais c'est un réel qui n'a pas de valeur en soi. Il prend de la valeur dans la manière dont les uns et les autres vont mettre en œuvre un travail d'interprétation ou de traduction. Voilà. Et du coup, parce que si c'était une donnée brute, si c'était une réalité absolue, on pourrait se dire, ben voilà, on est dépositaire de l'information, on va pouvoir la traiter, on va traiter l'information, on va traiter la donnée, on va traiter, et puis on va dans le professionnalisme qui nous convient, on va le rationaliser, et puis on va en faire ce qui est adéquat, avec les limites, etc. Sauf que c'est pas tout à fait ça, quoi. C'est d'abord une relation, au fond. Quand on informe quelqu'un, quand on dit quelque chose sur soi ou sur l'autre, on est d'abord en train de susciter une relation. Et c'est ça qui peut-être est le secret du secret. C'est que quand j'ose, alors j'ouvre un espace de relation et je mets l'autre en situation d'être témoin et acteur de ce qui est en train d'être déposé et livré au fond à cet exercice délicat de le comprendre, de le traduire et peut-être d'en faire quelque chose pour lui. Voilà.
témoin et acteur, ça c'est... Oui, si tu peux. Je permets un mot parce que Marc a dit qu'on pouvait l'interrompre. Juste pour signaler, c'est que ce qu'il y a dessous, moi je crois entendre, c'est que tu es en train de dire on n'est pas des ordinateurs. On n'est pas des logiciels. Les logiciels, ils traitent l'information brute, mais il n'y a pas de travail d'interprétation. C'est bien ça? Alors, je vais lui faire plaisir, c'est bien ça, tu as bien compris. Mais pas tout à fait. Non, c'est une plaisanterie, on se connaît bien depuis de très 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 longues années. Oui, c'est ça, mais... La question discutée ce matin, c'était justement la digitalisation. Oui, mais il faut faire attention, parce que l'algorithmie, aujourd'hui, progresse... bon, d'accord. L'algorithmie progresse énormément, donc il y a aussi maintenant, dans des algorithmes d'intelligence artificielle, des manières de livrer, d'interpréter un certain nombre de choses, y compris de l'émotion, etc. Je clôt le désaccord ou le débat, mais c'est vrai sur le fond, pour te faire plaisir, tu as raison, c'est-à-dire qu'on n'est pas des machines, hein. Non seulement on n'est pas des bêtes, comme on disait dans le temps, mais on ne sait pas, enfin, je ne suis pas une bête, mais je ne suis pas une machine, voilà. Et donc, au fond, voilà, quand tout d'un coup, je vis une situation où de l'intime est en train de surgir, hein, livré, alors en plus dans un contexte professionnel, hein, etc. Alors je sens bien que je suis ramené au cœur même de la responsabilité, de devenir quelque part possesseur, au sens je vais me mettre à posséder quelque chose qui ne m'appartient pas, mais en réalité, d'emblée, parce que ce n'est pas moi, je vais en réalité être dépositaire d'une responsabilité, et la responsabilité dont je vais être dépositaire, ça va être précisément ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de ne pas être simplement une machine, de ne pas être simplement une rationalité, etc., mais d'être un homme ou une femme qui va travailler à essayer d'interpréter et de comprendre pour faire de cela quelque chose qui convienne à la situation. Donc, et ça, c'est un point tout à fait central, c'est je suis mis en situation, au fond, par ce qui m'est dit, hein, c'est-à-dire, du coup, des fois, le secret nous prend, hein, nous coince des fois, et c'est ça, au fond, que vous avez aussi discuté en disant je partage quoi et jusqu'où, etc. Je suis pris au piège, d'une certaine manière, mais être pris au piège, c'est pas négatif, c'est au contraire très positif, puisque c'est être obligé de faire le travail, d'interpréter ce qui m'est dit dans les marges de manœuvre qui sont les miennes, mon périmètre de professionnel, mon périmètre d'hommes et de femmes, mais aussi de professionnels, et qu'un périmètre, évidemment, pas toujours comme tous les périmètres, hein, c'est-à-dire un périmètre à la fois propre et partagé. Propre, c'est-à-dire j'ai des règles du jeu qui me sont imparties de par mon métier, etc., mon lieu de travail dans mon organisation, les règles qui régissent l'organisation. Et puis en même temps, ce périmètre, il est toujours partagé parce qu'il est toujours un espace partagé avec d'autres rationalités, d'autres fonctions, d'autres passages de relais dans le parcours et l'économie générale de soins d'un patient, etc. Donc, je suis d'abord dans le secret, c'est une invitation, au fond. Hein, une invitation à la responsabilité, on pourrait dire responsabilité éthique, hein, pourquoi pas, mais c'est-à-dire d'être, je reprendrai une formule de Paul Ricoeur que j'aime bien, qui dit dans un livre qui s'appelle le parcours de la reconnaissance, à propos de la responsabilité éthique, il dit la responsabilité, c'est le fait de rendre compte parce qu'un autre compte sur nous. Et cette formulation est très intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est pas la responsabilité juridique. Hein. La responsabilité juridique, c'est d'être en adéquation aux règles qui s'imposent à moi, et même s'il y a une interprétation, puisqu'il y a de la jurisprudence, ça a été évoqué ce matin, mais la responsabilité éthique, c'est le fait de rendre compte parce qu'un autre compte sur moi. Et d'abord, le point central, et il me semble que c'est ça qui est au cœur de la question de l'intime, du secret, c'est qu'en livrant quelque chose, en disant quelque chose, alors il y a une attente.
Une attente de quoi? Une attente que ce qui est déposé là soit suffisamment pris comme un bien précieux. Le terme de précieux a été utilisé tout à l'heure, mais comme un terme de bien précieux, pour que je me livre à l'exercice difficile de l'interprétation, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, de traduire au mieux ce qui vient d'être dit, avec toutes les ambivalences, hein, l'obscurité, le réel obscur de ce qui est dit, et d'essayer d'en faire quelque chose. Voilà. Ça, c'est un point central, puisque du coup, ce qui est premier, c'est l'attente, au fond. Et c'est vrai que nous pouvons perdre de vue un peu ça, parce que dans le boulot, on mécanise, etc. Et puis on perd de vue qu'au fond, dans le lien clinique, c'est une attente qui nous est posée, une attente on ne sait pas bien d'ailleurs ce qu'elle est, mais c'est une attente que ce qu'on vient de dire dans le colloque singulier avec l'équipe ou son patient, ou le médecin ou le thérapeute, c'est qu'il soit bien pris en précaution le sérieux de l'exposition de ça. Et du coup, la première partie de la définition de Ricoeur est importante parce qu'il s'agit de rendre compte, du coup. Et rendre compte de cette attente-là, quoi. Et donc de ne pas faire... rendre compte, ça veut dire rendre raison, hein. Rendre des raisons pour lesquelles je vais prendre cette information comme argent comptant, comme objectif, la traiter, m'en servir, pas m'en servir, jusqu'où, avec qui, comment, etc. Et donc c'est ce travail-là qui est fait, qui est ce travail du coup d'invite au fond à l'interprétation. J'insiste sur le terme de dépositaire, hein, parce que au fond, quand quelqu'un vous dit quelque chose, tout d'un coup, il a un pouvoir. C'est-à-dire que dire quelque chose à quelqu'un, c'est lui donner un pouvoir. C'est lui donner un pouvoir. Quand je dis quelqu'un à mon ami Laurent Bibard, tout d'un coup, il a un pouvoir sur moi. Parce que je lui ai donné quelque chose. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a un rapport très étroit entre savoir et pouvoir, dont il faut avoir conscience. Hein. C'est-à-dire, quand je sais quelque chose, j'ai la main sûre. D'ailleurs, j'ai la main sûre. Voilà. Et vous voyez bien que, du coup, il y a une question politique, au fond, dans la question du secret et de l'intime. C'est la question de l'exercice du pouvoir que j'ai sur l'autre par le fait que je sais quelque chose. Alors, c'est pour ça que au fond, quand on est dans l'intime, c'est un pouvoir, mais qu'il faut transformer en plutôt quelque chose de l'ordre du dépositaire. Vous voyez bien, c'est pas tout à fait la même chose. C'est comment je transforme la puissance qui m'est confiée par le fait que je reçois une information, dont je suis peut-être même l'unique détenteur, hein, comme quelque chose dont je l'approche non pas comme une puissance, mais comme une exigence. Et c'est peut-être ça qui est... Comment je suis exigeant, quoi. Exigeant avec ce pouvoir confié qui peut être le début du cauchemar, au fond, hein, pour chacun d'entre nous. Et c'est ça le problème sans doute de l'ordinateur et du digital, lorsque tout d'un coup il prend l'intime et dans notre espace social. Hein. Donc on a cette... Voilà. Donc à réfléchir à la question de la tension entre savoir-pouvoir et une certaine manière d'exercer au fond le pouvoir. Et ça veut dire que si on veut pouvoir exercer d'un point de vue éthique le pouvoir, alors il faut entretenir une interrogation sur qu'est-ce que c'est que savoir. Et je vous proposerai plusieurs peut-être éléments d'interprétation. Le premier élément, c'est... je reprendrai une formule d'un philosophe que peut-être certains connaissent, qui s'appelle François Julien. François Julien est un spécialiste de la philosophie du langage, spécialiste de la sagesse orientale particulièrement,
chinoise en particulier. Et il a écrit un livre qui... Je vais décrypter deux éléments de deux livres de François Julien, dont les titres sont assez significatifs. Le premier, c'est « Le sage est sans idée ». C'est le titre du livre, « Le sage est sans idée ». Et c'est intéressant, parce que la sagesse, vous savez, la sagesse, dans la tradition ancienne, c'est le philosophe, c'est celui qui sait, celui qui va rationaliser le réel, celui qui va éclaircir le réel, celui qui va permettre à ce que l'on sorte quelque part de l'obscurité, de l'opacité du monde, comprendre le monde, etc. Et Julien nous rappelle que dans la tradition philosophique et dans la sagesse antique en particulier, en tout cas dans un certain courant de la sagesse antique, et c'est le cas dans la sagesse orientale, le sage est d'abord sans idée. Et il dit la chose suivante, non pas qu'il n'ait pas d'idée, mais il s'en interdit a priori aucune. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il introduit d'emblée l'idée que le rapport au réel n'est pas un rapport de possession par le savoir. C'est un rapport, au fond, d'abord, qui invite quelque part à réinterpréter le réel. Voilà. À se donner des moyens, au fond, de ne pas d'emblée clore le réel, clore le texte de ce que l'autre est en train de nous dire, au fond, de réduire l'autre à ce qu'il nous a dit, mais au fond d'être invité à faire œuvre d'interprétation nouvelle, quelque part, du texte. Et pour ça, ça suppose, d'abord d'être sans idée. Je redis la formule, non pas qu'il n'ait pas d'idée, mais il s'en interdit a priori aucune. Donc c'est se réouvrir sans cesse à l'effort d'essayer d'interpréter ce qui est en train de se dire. Au fond, je vais le dire alors d'une autre manière, je reviendrai sur François Julien parce que j'ai évoqué deux textes. Au fond, c'est, pour le dire avec un autre philosophe qui est Derrida, au fond, derrière un texte, il y a toujours un hors-texte. Il y a toujours un creux dans le texte. C'est-à-dire, il y a toujours une part d'ombre et d'obscurité que je ne saisis pas. Et dans le secret, c'est toujours ça. Dans le secret de l'intime, en tout cas. Dans le secret de l'intime, au fond, il y a toujours un hors-texte. Et c'est pour ça que les secrets dont vous êtes tout d'un coup les dépositaires dans les entretiens, dans la pratique, etc., sont toujours porteurs d'abord d'une grande zone d'ombre et d'un hors-texte sur lequel il va falloir creuser. Et en fait, vous êtes surtout dépositaire, au fond, de ce hors-texte-là, quoi. Et peut-être, on pourra en rediscuter, mais ça va poser la question, qu'est-ce que je partage, au fond ? Est-ce que je partage la donnée, ce que j'ai reçu, l'information, la mise en forme, ou est-ce que quand je partage avec des professionnels, je suis en fait en train de partager quelque part du hors-texte. Voilà. Et comment on construit ça ? Donc le point central, c'est qu'il y a toujours un hors-texte dans le texte qui est le nôtre. Dans le secret, il y a plus que ce qui est dit. Dans l'intime, il y a plus que ce que l'autre est en train de révéler de lui-même. Il est toujours quelque part ailleurs. Le sage est sans idée, ça veut dire qu'il sait qu'on ne clôt jamais le réel à partir de ce qu'on dit. Il y a de la marge, pour le dire autrement, et ça, c'est un point important. Alors, le deuxième texte que j'évoquais de François Julien s'appelle « Si parler va sans dire ». Si parler va sans dire. Je décrypte très brièvement la thèse de François Julien, mais il me semble qu'elle est très éclairante. Il dit, au fond, dans la tradition occidentale, philosophique, il y a un choix sur la question du langage. Et il le résume de la manière suivante. Il dit, au fond, on a fait le choix, le pari, c'est un pari, au fond, sur le logos, sur donc le dire, sur la raison, qui est un choix qui consiste à être ce qu'il appelle un logos sémantique. Quand je dis quelque chose, je dis ce qu'est la chose. C'est ça qu'il appelle. Les mots ont un sens. Les mots ont une signification. Ce qui fait qu'il y a toute l'obsession dans la tradition philosophique occidentale, de l'obsession d'être au plus près de la chose, de dire l'essence des choses. Donc d'ailleurs, du coup, vous savez bien, la question centrale qui nous occupe toujours, tout le temps, c'est qu'est-ce que c'est ? Alors, la réponse, c'est ceci. Et vous voyez bien que dans cette tradition
qui nous occupe tous, hein, c'est-à-dire on essaie quelque part de dire les choses telles qu'elles sont, de dire la vérité de la chose. Dans la tradition, ça s'appelle la connaissance, mais peu importe. Hein, or, François Julien dit qu'il y a une autre tradition philosophique, qui est plutôt orientale, mais qu'on a laissé de côté, qui est ce qu'il appelle le langage indicatif. Le langage indicatif, c'est quoi? C'est au fond, on ne peut pas dire ce que sont les choses, on ne peut que les indiquer. Dire quelque chose, c'est indiquer quelque chose de la chose. C'est indiquer une orientation sur la chose, mais ce n'est pas la saisir. On ne peut, au fond, qu'indiquer les choses. Je vais le dire avec mes mots, parce que ce n'est pas les mots de François Julien, je ne crois pas, à moins que je me le suis bien approprié. Au fond, on ne peut qu'approcher les choses. C'est-à-dire, dire, c'est approximer les choses. Et ça, pour moi, c'est absolument central pour la question de l'intime et du secret, et par rapport à la question de qu'est-ce qu'on partage et comment on le partage. Au fond, alors oui, je peux dire que ça, c'est une bouteille, etc. D'accord, je peux dire ce que c'est. Mais sur de l'émotion, sur la subjectivité, sur la maladie, sur mon rapport au corps, etc., je ne peux jamais complètement, pleinement dire ce que c'est. Je peux approcher. Et vous, comme professionnel, on ne peut au fond qu'être mis dans une approche de quelque chose de la part du patient. Donc, au fond, dire, c'est jamais saisir. C'est se donner ou donner une occasion de s'approcher un peu plus de quelque chose qu'il va falloir construire. Alors, du coup, ça veut dire quoi? Le point est central parce que ça veut dire que le rapport qu'on entretient au réel, c'est pas un rapport qui est d'abord un rapport scellé dans l'objectivité, c'est d'abord un rapport interprétatif. Alors moi, je suis d'un courant de pensée philosophique plutôt herméneutique, hein, donc de l'interprétation, hein, Ricoeur, etc. Mais d'abord, nous ne cessons d'interpréter les textes que nous recevons, c'est-à-dire ce qui est dit dans le monde. Au fond, il n'y a pas de réalité pleine qui échapperait au travail de l'interprétation. Alors, juste pour compléter, il y a un grand philosophe au XXe siècle qui est peu connu, qui est Hans-Georg Gadamer. Je regarde Laurent Bibard s'il le connaît. Hans-Georg Gadamer, c'est dans les années 60, hein, c'est pour ceux qui connaissent un peu, c'est les chaînons manquants entre Heidegger et Ricoeur. Hein, voilà, c'est un philosophe très important, qui a écrit un livre qui s'appelle Vérité et méthode et qui a travaillé, qui est le père de la philosophie herméneutique. Alors, c'est lui qui, en grande partie, a développé toute une théorie sur le réel comme travail d'interprétation. Et il dit la chose suivante, je fais très bref, mais il dit quand on lit un texte, qu'est-ce que c'est que lire un texte, interpréter un texte? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que lire et interpréter ce que les patients nous disent, le texte du patient, hein, le texte de l'intime du patient? Il dit la chose suivante, il dit quand on lit un texte, quand on l'interprète, d'abord on va se l'approprier. Il y a un premier moment qui est un travail d'appropriation. Et puis il y a un deuxième moment qui est un moment de distanciation. Et lire un texte, qui est déposé, quand quelqu'un dit quelque chose, on est en même temps dans le mouvement de s'approprier ce qui est dit. Alors on s'approprie toujours avec ce qu'on est, hein, avec son corps, avec ses limites, avec sa psychologie un peu bancale, avec ses émotions, son parcours de vie, etc. Donc on se l'approprie, on essaie d'être au plus près. Et puis en même temps, on va se distancier. Et Gadamer dit, au fond, lire, c'est créer un nouvel horizon. L'horizon du texte ancien, je traduis l'horizon du secret du patient, du texte du patient, avec l'horizon du lecteur, c'est-à-dire soi comme professionnel, et au fond, ça crée un nouvel horizon. C'est-à-dire, au fond, et ce que dit Gadamer, c'est qu'il n'y a jamais un retour possible à un texte qui serait définitivement saisi dans sa vérité. Nous sommes toujours dans le travail d'interprétation. Et ça me paraît tout à fait central pour la question de l'intime, hein, de la confidence. C'est-à-dire que nous sommes toujours, quelque part, en train d'inventer quelque chose par la traduction de ce que nous recevons du patient. D'où l'importance de se méfier. De ne pas confondre, au fond, ça avec de la donnée brute qu'on pourrait
qualifier, quantifier, mettre en forme définitivement, éventuellement, pour faire plaisir à mon ami Laurent Bibard, dans une algorithmie de la machine, etc. Et où du coup, voilà, on pourrait reproduire au fond ce qui a été dit. Ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est ça que j'ai en tête, c'est que le secret, c'est d'abord une invitation à la relation. Et la question du partage, du secret professionnel partagé, qui est une question compliquée, hein, parce qu'avec qui je le partage, qu'est-ce que je partage, qu'est-ce qui est nécessaire, on a vu les règles de droit qui définissent les limites, etc. Mais ça va supposer toujours, d'autant plus si on est l'intime, hein, sur l'intime, de s'interroger comment on crée des conditions de la relation qui vont permettre effectivement que le partage ne soit bien quelque chose qui va permettre ensemble, par les nouveaux professionnels ou par le collectif des professionnels, de se livrer de nouveau à une interprétation. C'est-à-dire, au fond, à exercer une responsabilité, d'être de nouveau dépositaires ensemble de quelque chose qui ne nous appartient pas et dont nous ne possédons pas. Donc il y a un enjeu de travailler la question de la relation. Et c'est évidemment une des grandes difficultés aujourd'hui. Alors là, du coup, je rejoins parfaitement Laurent sur cette question de la machine. Hein. C'est toute la difficulté des dossiers informatisés, etc., qui finissent par, au fond, réduire, au fond, le dit du secret ou de l'intime en une donnée, c'est-à-dire une donnée qui serait informée, qui aurait une forme, mais ça ne correspond pas. Donc, la difficulté de toute l'inscription dans des dossiers, entre autres, partagés, c'est évidemment quid de la relation, qui est, au fond, l'unique valeur ajoutée du traitement éthique de l'intime donné par le patient ou du secret donné par le patient. Et là, on a une grosse difficulté aujourd'hui, incontestablement. Est-ce que, et vous l'avez évoqué dans l'échange, hein, qu'est-ce que je mets, est-ce que je dois écrire, etc. Peut-être qu'il faut, au nom de cette question de l'intime et du secret, effectivement savoir résister d'une certaine manière à cette logique qui est une illusion et une idéologie, hein, d'ailleurs, du coup, de croire que, au fond, si je pouvais avoir accès à toutes les données, y compris les plus subjectives, alors je saurais prendre la bonne décision qui convient pour le patient. Mais ça veut dire quoi ? Je reboucle, hein, par rapport au début. Ça veut dire que c'est l'idéologie de la transparence, mais il n'y a plus de résistance. Et donc, s'il n'y a plus de résistance, au fond, il n'y a plus de travail d'interprétation possible, puisque le texte deviendrait transparent. Donc, je pourrais posséder, au fond, le texte. C'est évidemment extrêmement dangereux, parce qu'on dissout, si vous me permettez cette expression-là, on dissout le patient, on dissout la personne humaine derrière la donnée. Donc, il y a sans doute à creuser aujourd'hui ça, de manière très très forte. Peut-être que il faut effectivement savoir ne pas donner de la donnée. Peut-être qu'il faut savoir ne pas écrire, résister, en tout cas, trouver les bons niveaux qui conviennent à chacun, de créer de la résistance, au fond, à cette injonction pourtant nécessaire. Alors, je voudrais juste conclure là-dessus, pour la remarque qui a été faite sur la question de l'écrit, qui me paraît absolument centrale. L'écrit, c'est une trace, hein, ça pose une trace. Hein, donc c'est en même temps un problème et c'est en même temps une planche de salut. C'est-à-dire que, parce qu'une fois qu'il y a une trace écrite, hein, ça veut dire que ça crante quelque part une information qui devient un objet de travail d'une certaine manière. Donc il y a vraiment à réfléchir et sans doute à s'éduquer à l'écriture, hein, au sens, hein, de qu'est-ce qu'on écrit, comment on rationalise, etc. Et vous voyez que pour écrire, alors moi je suis un vieux prof, hein, Laurent Bibard aussi, plus vieux que moi, les vieux profs, ils savent bien, on demande aux étudiants, c'est pas vrai, je crois qu'on est du même âge, mais ça se voit pas. On demande aux étudiants d'écrire. Pourquoi ? Parce que écrire, ça oblige à se poser, à réfléchir ce que je vais écrire. Donc il y a une médiation dans l'écriture. Et donc ça c'est important, parce qu'un dossier médical
qu'on remplit, donc qu'on écrit. Ça veut dire que l'écrit doit être réflexif. Et tu évoquais très justement les comptes rendus, etc., qu'on peut faire, parfois vite, etc. C'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Un écrit qui va être partagé comme un espace de travail pour les autres, ça doit être d'abord une réflexivité sur ce que j'ai... Et donc une sélection d'informations. Et donc il ne s'agit pas de tout écrire. Et vous savez bien, en vous entendant ce matin, moi j'ai travaillé en réanimation, donc voilà, sur les questions d'éthique en réa depuis 30 ans, et les dossiers, les interruptions de réanimation, arrêt de réanimation, elles n'étaient pas inscrites dans le dossier médical avant les années 2000, donc il n'y a pas de traçabilité, d'accord. Et du coup j'ai fait cet aparté et j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, il fallait que ce soit un espace de travail pour les autres, enfin, élaborer l'écrit et assumer aussi sa propre réflexion dans un écrit. Oui, ben ça me reconnecte pas, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. On va s'arrêter là. C'est dommage. Non, ça va. Moi, je vais commencer avec un point préalable, c'est on est tous malades, là il y a une preuve, mais je m'expliquerai bien sûr. Mais ce qui connaît mon dossier médical. Voilà. L'importance de l'écrit, oui. par rapport au fait que donc il n'y avait pas de partage. Oui, ça oblige à, donc, du coup, ça oblige à rationaliser, à se distancier, à faire ce travail d'interprétation. Oui, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Voilà, j'étais sûre. En vous entendant, mais c'est pour ça que j'ai fait l'aparté sur la réanimation. C'est que c'est comme parfois en finance, il y a une double comptabilité. C'est pas bien, hein, mais il y a une double comptabilité. C'est-à-dire il y a un dossier médico-légal, et puis il y a un dossier qui permet de cranter sa mémoire comme professionnel, etc. Et peut-être que quand il y a un dossier partagé, digitalisé, qui d'ailleurs du coup aujourd'hui, on en discutait à table, est en train de s'élargir à l'ensemble de la population, ben, ça conduit peut-être à se poser la question d'une double, c'est enregistré, il ne faudrait peut-être pas le dire comme ça, mais d'une double comptabilité du dossier médical. Je ne devrais pas le dire. Il y a un dossier médical médico-légal, et il y a un dossier médical qui est un espace propre de l'écriture de son texte comme professionnel, qui sert aussi à éventuellement le travail de construction de l'interprofessionnel. Voilà. C'est peut-être deux choses différentes. Voilà. C'est-à-dire que, évidemment, que si vous êtes des acteurs qui recevez l'intime du secret et des confidences, en tant que professionnel, vous avez aussi votre espace à créer d'intime secret de votre rationalité professionnelle. C'est un élément de salut absolu pour vos patients, pour qu'ils ne soient pas soumis à, évidemment, le pouvoir et le risque, d'ailleurs, d'un emballement lié à des mécanismes, des organisations, etc. Merci. Merci Marc Grassin. Le sage est sans idée. Une question de béotien, est-ce que c'est pas un peu socratique comme approche, c'est-à-dire je sais que je ne sais rien. Oui, ça fait référence à ça, et sans entrer trop dans le détail, mais François Julien dit, après il y a une bascule, quoi. Après on part au fond. Pourquoi ? Je vais compléter. Ce que dit François Julien dans la tradition socratique d'ailleurs du coup, et vous savez que les écrits de Platon sont des dialogues. Et dans la tradition la plus sage de la philosophie antique, le logos est dialogos. Logos, c'est quoi ? C'est dire, c'est traduit par la raison, mais en fait, c'est pas ça, en fait. Le logos, c'est la parole. C'est le fait de parler à quelqu'un. Et le dia, en grec, ça veut dire passer à travers. C'est à travers. Donc, c'est passer à travers la parole de l'autre. Donc, ça veut dire, dans la tradition socratique, la recherche de la vérité, la recherche de ce qui convient, de ce qu'on va décider, etc., passe par l'épreuve d'une traversée avec l'autre pour pouvoir approcher un peu plus près la vérité.
Donc c'est toute cette tradition-là, c'est capital parce que ça veut dire que dans le secret partagé, le travail interprofessionnel, etc., faut se poser la question, est-ce qu'on est simplement en train de se dire des choses, est-ce qu'on est en train de discuter sur les choses, ou est-ce qu'on est en train de dialoguer? Et en fait, il faut sans doute les trois, c'est-à-dire qu'il faut la capacité, c'est pas tout à fait les mêmes ressorts, hein. Il faut être capable de dire, et il faut dire clairement, c'est-à-dire qu'évidemment, si je dis et que je n'ai pas tracé, je dis n'importe quoi et je livre mon interprétation sans avoir des éléments d'objectivation, c'est un problème. Donc il faut dire ce qui est. Hein, il y a un rapport d'objectivation de la réalité. Il faut discuter, c'est-à-dire raisonner les choses. Hein, c'est-à-dire faire ce travail d'argumentation, de contre-argumentation, donc de challenger au fond dans la dureté des arguments. Tu dis ça, mais ça, ouais, ça veut dire tac, tac, tac. Et puis en même temps, c'est une relation. C'est-à-dire que c'est un dialogos, c'est-à-dire qu'on se donne des marges de manœuvre qu'on ne sait pas et dans un chemin dont on ne sait pas bien, quoi. C'est-à-dire que la traversée avec d'autres, ça nous emmène, c'est ça la tradition socratique, ça emmène, si vous avez fait l'expérience difficile de lire un dialogue platonicien, ça commence par une question, ça finit par une réponse qui n'est jamais la réponse à la question qui est posée, et c'est passé par plein de détours. C'est le dialogue, c'est la traversée ensemble. Bah, plus que jamais le secret, hein, tant il est propre aux individus et que ça doit passer par ces trois étapes-là. L'objectivation par le dire, cet effort de dire clairement, d'où l'importance de l'écrit, d'où l'importance de la traçabilité, me semble-t-il. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, ne jamais rien écrire, c'est prendre le risque que l'autre soit soumis aux aléas de n'importe qui. Hein, voilà. C'est vouloir discuter des choses, c'est-à-dire on a des compétences les uns et les autres, des rationalités propres, des savoirs, des expériences, donc ça se discute, ça n'a rien d'évident, et la discussion, elle permet aussi de creuser, de déconstruire les rapports de force qui peuvent exister dans les organisations, les injonctions qui sont faites, et puis dans une relation qui est dialogante, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le secret suppose, éventuellement dans le consentement présumé ou express, etc., au fond, il est l'expérience même du dialogue. Hein. C'est-à-dire, je te demande jusqu'où je peux dire, etc. Voilà. Mais alors, par rapport à cette question du dialogue, pour le coup, effectivement, la rupture de l'écrit et des écrits successifs empêche le dialogue. Si on peut se dire qu'au lieu de dialoguer, il suffit de lire des informations et d'en écrire d'autres, c'est plus du tout la même affaire. Et c'est un peu quand même ce qui se passe, je crois, avec du coup cette utilisation des dossiers comme remplaçant un dialogue. Oui, je vais le dire comme ça, je peux être dans l'illusion que avoir le sentiment que j'ai plein d'informations me permettent de faire l'économie de la relation. Et ça, c'est évidemment un risque majeur, parce que quand je fais l'économie de la relation, alors il y a un peu d'humanité qui s'évapore. C'est-à-dire il y a la chair et la résistance de l'autre qui s'évapore. Je mets, au fond, s'il n'y a que les données écrites, je consulte le dossier et je crois que je suis quitte, au fond, j'objective l'autre. Et je perds, au fond, la fonction. Et je ne réponds pas à l'attente de ce qui a été dit dans le secret, puisque c'est une attente que tu prennes soin de l'intime que je suis en train de te confier. Je fais simple, hein, mais donc ça, c'est un vrai enjeu, parce que, surtout, c'est l'idéologie, il y a une idéologie implicite que si je sais tout, je vais tout pouvoir, quoi. Je vais pouvoir faire mieux, quoi. Mais bien sûr que non, d'ailleurs, du coup. D'ailleurs, vous savez bien que c'est une difficulté aujourd'hui. On a une surmultiplication d'accès à de l'information, on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on ne sait pas comment les trier. Donc, et comment on les trie, j'imagine certains ont des enfants, etc., vous les aidez dans une relation à apprendre à trier la relation. Non, mais ça, non. Et ça, c'est que dans la relation que ça peut jouer. Donc, c'est le travail croisé des interprétations. Et le risque, effectivement, d'une mécanisation par des dossiers qui circulent, qui sont en accès libre. Je n'ai pas évoqué, mais il y a vraiment l'interrogation à avoir sur l'accès à l'information. Qui a accès à l'information, quand même ?
Si c'est open bar parce que simplement je suis d'une organisation, c'est quand même un sacré problème. Hein. Donc il y a vraiment à qualifier, et c'est une question d'éthique aujourd'hui très importante dans la question de la gestion des données en DSI, etc. C'est qualifier l'accès limité, puisque on a bien vu que au fond le secret est impératif, mais il y a quelques règles d'exception. Donc la qualification, elle répond à la question de l'exception. On va qualifier qui de manière exceptionnelle a accès à l'information. Ça, c'est évidemment tout à fait central. Donc on ne peut pas laisser en open bar, si vous me permettez cette expression, l'accès à l'information sans qu'il y ait de rétrocontrôle. C'est une folie, me semble-t-il. Et de ce point de vue-là, peut-être qu'il n'est pas inintéressant que les professionnels recréent de la résistance, de la résistance à ça, peut-être en n'allant pas, en remplissant pas un certain nombre d'éléments pour voilà. C'est au fond ce qu'on appelle aussi sur la question des données la souveraineté. Hein. C'est qui est souverain des données, quoi. Bon, si c'est open bar sur toute la région, votre région, vous voyez bien que ça commence à être hautement problématique. Donc il faut creuser cette question de la qualification. Si j'ai bien compris votre intention, il est nécessaire de toujours faire un travail d'interprétation sur le texte ou sur le dire. Donc ça me paraît peut-être un peu paradoxal, c'est-à-dire que ça suppose de s'appuyer sur des théories. Peut-être que parfois les théories nous enferment, mais en même temps on voit bien qu'on en a besoin. C'est-à-dire que, pour reprendre la question de Laurent Bibard, on n'accueille pas les gens comme des machines, c'est-à-dire qu'on n'est pas indemne d'attendus, de désirs ou de théories, et que c'est avec tout ça qu'on écoute ce qui nous est dit. Donc il y a un travail d'interprétation à partir de... mais en même temps d'enfermement peut-être. C'est un double mouvement qu'il faut savoir peut-être surveiller. En psychiatrie, effectivement, la question d'exclure la relation se pose dans toute cette dimension. Et peut-être qu'elle vient aussi de la façon dont on a de faire de la nosographie, puisqu'on est très imprégné maintenant de cette façon de classer les maladies à la sauce américaine au DSM, qui, pour ceux qui l'ignorent, a voulu exclure de son champ toutes les références théoriques. Donc le DSM se veut une classification athéorique, c'est-à-dire sans théorie. Et peut-être que le fait de vouloir être athéorique nous conduit à être arelationnel au bout du compte. Oui, le point que tu soulèves est important, c'est-à-dire qu'on interprète toujours à partir de préjugés. Donc l'interprétation, c'est prendre une option sur quelque chose. Alors, après, c'est tout l'enjeu du professionnel, c'est comment il a la capacité à avoir conscience et à travailler la conscience de ses préjugés au sens positif du terme. On pense toujours à partir de quelque chose, hein, et donc se mettre à distance de ça. Donc l'interprétation, elle est toujours... c'est quelque chose qui ouvre et qui en même temps ferme. Voilà. Et c'est important de savoir ça, parce que quand je passe à l'écrit, c'est ce qui est... Il y a une matérialité, hein, parce que si on dit quelque chose, on peut toujours, dans un rapport relationnel, dire « Attends, je ne comprends pas, tu es en train de dire ça, mais t'es sûr que c'est ça que tu veux dire mais t'aurais pas... » Et puis, en fait, dans la relation, on élabore les choses, c'est élaboré. L'écrit, c'est élaboré, mais c'est posé. Donc, du coup, il y a une sorte de clôture. Et si je prends ça comme argent comptant... pour filer la métaphore de la double comptabilité, on voit bien, c'est la difficulté, bien sûr. Donc on n'est pas vierge, évidemment, de nos idéologies, et regardez la médecine à elle-même des tournants idéologiques particuliers, le tournant anatomophysiologique à partir du XVIe siècle, etc. Voilà, il y a des orientations particulière, donc c'est pas neutre, quoi. Et sur la psychiatrie, même chose, et puis l'évolution des représentations sociales, des organisations sociales. Donc on est dans un monde de ce point de vue-là très, très, très obscur, quoi. Donc, et c'est la difficulté du rapport à
au dossier médical. C'est-à-dire le dossier comme s'il venait rendre transparent les choses. Non, le dossier, il participe à l'obscurité du grand bazar dans lequel on essaie de se trouver des solutions pour, au regard d'un certain nombre de visions, d'orientations, de valeurs, etc. etc. Donc, et en même temps, il éclaircit. Donc moi, j'ai l'habitude de dire que le réel est un clair-obscur. En fait. C'est toujours en demi-teinte, c'est fait de ces contrastes-là, et le secret nous plonge vraiment dans le clair-obscur du propre exercice de notre responsabilité. C'est lourd, quoi, d'être. Et alors c'est encore plus lourd que de le mettre dans un dossier, quoi. C'est dans une forme particulière, quoi. C'est une sacrée responsabilité. Hein. Moi, je me disais en vous écoutant que, au fond, c'est un peu comme s'il s'agissait de nier ou d'oublier que le secret, à partir du moment où il est dit, devient un objet commun. Hein, c'est-à-dire qu'il y a le secret du patient et on va croire qu'on a consigné le secret du patient, alors qu'en réalité, dans ce mouvement que donc l'auteur, dont j'ai oublié le nom, d'appropriation puis de distanciation, qui je trouve couvre vraiment ce que dit Winnicott sur le fait de s'approprier le monde pour le faire sien, et puis en même temps prendre le distance, de savoir que c'est pas soi, et on a, nous, à faire ce travail en tant que thérapeute, de réfléchir constamment à pas imposer non plus aux patients nos propres névroses, nos propres représentations, et d'essayer de prendre un peu de champ par rapport à ça. Mais voilà, c'est l'idée qu'il y a le secret du patient, le secret de comment le thérapeute reçoit ce que dit le patient, et le secret commun qui est forcément différent de l'un et de l'autre. Et ça, c'est compliqué à consigner. Et si jamais il y a un écrit par rapport à ça, alors peut-être qu'il faut que ce soit un écrit qui ait vocation à être parlé ensuite, à être discuté, et non pas un écrit qui s'arrête là. Peut-être que c'est ça aussi la différence dans l'écrit, entre l'écrit qui sert à réfléchir et l'écrit qui est posé point, et puis ça y est, on passe au suivant. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut le formuler. C'est-à-dire, l'écrit, c'est une base pour relationner. Relationner ce qui est écrit. Enfin, c'est ce que tu viens de dire. C'est une base pour se parler. Et donc... Donc l'enjeu, c'est pas tant de la consignation du dossier, c'est de travailler à l'organisation. Enfin, je pense que voilà, on peut le dire comme ça. C'est comment on travaille au fond, d'un point de vue d'organisation sociale, la gestion de quelque chose qui serait de l'ordre d'un dossier partagé informatisé. Au fond, c'est une question sociale qui est en jeu. C'est pas simplement la question du rapport à l'efficacité, à la performance, etc. C'est comment on remet au fond du social dans un dossier digitalisé, partagé. Donc et là, c'est des questions compliquées, parce que ça veut dire que quelle est la temporalité, on va pouvoir le faire, voilà, il y a plein de choses qu'il faut inventer. Est-ce qu'il y a besoin qu'on se voit en direct ou qu'on se voit en visio, etc. Il y a plein de choses qu'on peut inventer, mais on peut pas faire l'économie de réarmer la manière dont on va organiser la relation dans le partage d'informations autour d'un patient. Et ça... Alors moi j'ai tendance à penser que la relation est un facteur de performance, même si elle a un coût, elle a sa propre économie au sens d'énergie à mettre. Voilà. Parfois, c'est aussi la difficulté, hein. Parfois, on se perd assez vite dans des relations interprofessionnelles qui durent, où on n'est pas très efficace, etc. Et il y a tout ça qu'il faut essayer de recreuser pour que l'articulation entre ce qui est devenu irréductible, c'est-à-dire le partage d'informations, entre autres avec la digitalisation, etc., dans des dossiers à distance, tout ça, comment on crée les nouvelles modalités de relations interprofessionnelles autour de ça, quoi.
Et il y a sûrement à inventer quelque chose, quoi. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de social et politique autour de ça. C'est pas simplement la question de moi et mon patient, etc. Il y a une vraie question de choix d'organisation sociale aussi, du temps, de l'énergie dans une organisation, des modes organisationnels, etc. Il faut réinventer de ce point de vue-là. Des questions dans la salle? Ou des remarques? Monsieur. Oui, je tiens à dire que je ne suis absolument pas compétent dans ce dossier, je réagis seulement à ce que j'ai entendu. J'en profite pour saluer mon ami Laurent Bibard, qui au seul son de ma voix a dû dire celui-là, je le connais. Bref, oui, je reviens à votre affaire de double comptabilité, qui me paraît tout à fait intéressante. Et je me pose la question de savoir si il ne faudrait pas distinguer, je dirais, ce qu'est l'interprétation de l'individu soignant de ce qu'est l'élaboration d'une interprétation collective. C'est-à-dire que la première comptabilité, ce serait seulement une invite à, mais qui, en quelque sorte, n'a pas valeur de diagnostic. Et l'élaboration ce qui serait écrit officiellement ne serait que le produit d'une élaboration collective. Je verrais, moi, ces deux temps-là. Et là-dedans, on peut se poser la question, mais oui, et le patient? Alors, aurait-on l'audace de cette élaboration collective d'y associer le patient? C'est peut-être pas bien clair. Oui, moi je souscris assez bien sur ce que j'ai appelé la double comptabilité, c'est-à-dire que il y a sa propre interprétation et sa traçabilité de sa propre voilà, et que effectivement il y a un moment donné on ne peut pas être dans le conflit d'interprétation infini, il faut décider et trancher un certain nombre de choses, et c'est le résultat du travail d'équipe qui va... alors c'est là où la discussion va devoir avoir lieu, hein, c'est-à-dire on va affronter, confronter, discuter, argumenter, contre-argumenter. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va être posé et qui du coup doit être tracé. Voilà, et c'est pas au titre perso, au titre au fond de la fonction d'un collectif qui fait le caractère professionnel, hein, d'une certaine manière, parce que quand on est dans une institution, la compétence professionnelle, elle est en réalité croisée. Enfin, nos compétences, c'est le fruit du croisement de nos insuffisances, hein. Donc c'est quand même ça qui est en jeu. Donc oui, ça je souscris. Alors sur la question du patient, c'est plus compliqué, je trouve, hein. On peut avoir des options différentes sur le sujet, voilà, hein, mais ouais. Moi j'ai tendance à penser que quand on est en responsabilité dans une fonction professionnelle, métier, qu'on est payé pour ça, dans une organisation qui est structurée pour ça, on est le représentant et le représentant du tiers absent qu'est le patient dans un certain nombre de discussions. Voilà. Et c'est-à-dire que la question, c'est comment, bien qu'étant absent, il est rendu présent par la manière d'être des soignants ou médico-sociaux ou sanitaires, peu importe, mais comment on le rend présent. Je dis ça parce que moi, mon expérience, c'est de la réanimation, hein, d'accord. Donc, j'ai travaillé sur la réanimation néonatale, donc les décisions de fin de vie en réanimation néonatale. Et avant les années 2000, hein, donc c'était un temps que les moins de 20 ans connaissent à peine, mais ça a beaucoup changé depuis, hein, les pratiques là-dessus. Mais
voyez bien que discuter d'une décision d'interruption de réanimation en équipe avec les parents, c'est tout simplement pas possible. Voilà. Et dans la tradition de l'éthique de la réa, on disait impliquer mais pas faire participer. C'est-à-dire vraiment mettre au cœur de la discussion, de la sensibilité, etc., le patient et ses parents, mais compliqué. Alors, il y a sans doute des temps pour différents, voilà, et ça dépend sans doute des réalités cliniques, etc. Ça dépend aussi des manières de plein de manières de faire. Mais évidemment que le patient est au cœur, mais les professionnels que vous êtes les porte-paroles, d'une certaine manière, aussi des patients, et vous êtes des porte-paroles. Pourquoi vous êtes des porte-paroles compétents? Non pas au titre parce que vous auriez la bonne interprétation ultime, mais parce que précisément vous allez l'élaborer en équipe et à plusieurs. Vous allez vous donner du temps pour élaborer et véritablement mettre la parole du patient au cœur de ce qui va être proposé, décidé, proposé, etc. etc. Donc le patient, bien sûr, oui, mais il peut être un tiers absent. Et c'est parfois plus facile. Allez, c'est reparti. Ah oui, ça y est. Ça y est. Il est 14h. 25 mars 2028, 14h. Marie-France Parence, psychologue, collègue du docteur Ludwig Brother, reçoit ses patients en téléconsultation depuis son domicile, car son petit garçon de 6 ans a été mis en isolement à la maison suite à un éternuement supérieur à 80 décibels, seuil limite autorisé depuis l'imposition du pass sanitaire. Heureusement, la mise en place de la visioconsultation permet une continuité des soins tout en garantissant par le cryptage des données une absolue confidentialité des échanges. Bonjour, monsieur Peuplu. Je vous écoute. Voilà, je viens vous consulter car je traverse une grave crise conjugale qui m'affecte énormément. Maman, j'ai soif! Lucas, débrouille-toi tout seul. Je travaille. Tu vois bien que je suis en consultation, là. Oui, monsieur Peuplu. Vous vivez une situation conflictuelle, c'est bien ça? Oui, depuis quelques années, ma femme et moi nous sommes laissés manger par le quotidien, par le travail. Elle bosse en restauration scolaire, elle rentre fatiguée, les enfants l'accaparent et nous n'arrivons plus à... Maman! Il n'y a plus de bulles dans le pétibule! Lucas, s'il te plaît, prends du jus d'ananas. Oui, si je vous entends bien, hein, monsieur Peuplu, au fond, vous avez le sentiment de ne plus avoir de temps pour vous, c'est ça? Et c'est surtout que j'ai l'impression que ma femme n'est plus du tout disponible. Et ça me met en colère, ce qu'elle ne supporte pas. Maman! Je peux jouer à la tablette? Non, Lucas, j'ai dit pas avant d'avoir fait tes devoirs. Hein? Je vais finir par me mettre un petit peu, peut-être en colère. Hein? Oui, et cette colère, il vous arrive qu'elle vous déborde, monsieur Peuplu? Ben oui, ça me culpabilise beaucoup. Mais l'autre jour, j'en pouvais plus. Ma femme était complètement accaparée par notre fille, je ne trouvais plus ma place. Et le ton a monté. Je l'ai traité de pétasse. Et depuis, bah... Maman! C'est quoi une pétasse? Lucas, respecte mon travail et fais le tien, s'il te plaît. Est-ce que, peut-être, hein, je ne sais pas, est-ce que vous avez du mal, monsieur Peuplu, à supporter la frustration? Ben, je sais pas, moi. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de... Maman, t'as bientôt fini! Oui! Vous êtes un naturel anxieux. Vous avez besoin de beaucoup de temps. Et voyez-vous, ce qui me venait en vous écoutant très attentivement, monsieur Peuplu, c'est est-ce qu'au fond, et ça n'est qu'une hypothèse, hein, bien entendu, mais est-ce que vous pensez bien choisir le moment pour vous adresser à votre épouse? Est-ce que
vous n'avez pas tendance à lui parler au moment précisément où elle ne vous écoute pas. Mais il n'y a jamais de moment. Elle n'est jamais disponible. Ça me rend dingue. Maman, ça s'écrit comment, ananas? Lucas, ce n'est pas le moment, je travaille. Bon, très bien, monsieur Peuplu. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Je crois que vous avez amené des choses très, très riches, hein, déjà. Et qu'on se revoie pour réfléchir ensemble à ce grand besoin d'exclusivité dont vous semblez souffrir. Je vais simplement, avec votre accord, bien sûr, adresser un bref compte-rendu de notre rencontre au docteur Brother afin de lui faire part de mes impressions cliniques. Mais rassurez-vous, tout ce que vous déposez ici reste strictement entre nous. Maman, c'est avec le mari de Maïté de la cantine que tu parlais.